Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus! Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, la biographie del Capitano, la leggenda della Roma, Francesco Totti. Je vous en parle tout de suite et il dit pas mal de choses hyper intéressantes et qui, à l'époque, cette biographie a été faite en 2018, soit un an après qu'il a arrêté sa carrière. Et on se rend compte que tout ce qu'il dit dedans est en train de s'avérer aujourd'hui. Je vous en parle tout de suite. Capitano Francesco Totti, un joueur incroyable qui n'aura eu qu'un seul club dans sa vie, l'AS Roma. Lui-même le dit dans cette biographie, il aurait largement pu avoir plus, pas de succès, mais il aurait pu avoir un palmarès beaucoup plus fourni s'il avait quitté l'AS Roma. Parce que Manchester City le voulait, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Barcelone, le Real Madrid, la Juve, le Milan, tous les plus grands clubs le voulaient. Hein. Mais sauf que lui, c'est un Romain. Rome, il a dans son cœur, comme il le dit dans la biographie. Et j'ai décidé tout simplement de faire ma carrière uniquement à l'AS Roma parce que c'était juste ici que je voulais être. Et malgré tout, il est fier parce qu'il a dit, toutes ces années que j'ai passées à l'AS Roma, j'ai quand même réussi à étoffer le palmarès du club, donc c'est une fierté. Déjà d'une, il a fait gagner à l'AS Roma leur 3e titre de champion d'Italie en 2001 avec Battistuta, Vincenzo Montella. C'était une équipe incroyable, bien entendu. Donc quelle fierté en 2001 de gagner la Serie A avec le club de son cœur, le club de sa ville. Il a dit que c'était une joie incommensurable. Il a quand même gagné avec l'AS Roma aussi 2 Coupes d'Italie, 2 Super Coupes d'Italie. Il a gagné la Coupe du Monde en 2006, hein, donc il dit quand même, bah, mon palmarès c'est loin d'être ridicule. Hein. Il termine en 2007 soulier d'or européen, donc vous imaginez, meilleur buteur européen en 2007, donc c'est quand même sur le plan personnel bah, une satisfaction, d'accord. Il a souvent été dans le top 5 des ballons d'or. Et donc lui, il estime que sa carrière est quand même bien remplie. Il a dit, je m'en fous de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions. C'est pas qu'il s'en fout. Mais si j'avais gagné la Ligue des Champions en allant dans un autre club, bah j'aurais senti que j'aurais trahi ma ville. Donc non, j'ai tout fait pour essayer de la gagner avec l'AS Roma. Ça ne s'est pas fait. Mais on a quand même eu des années où on a été loin d'être ridicule et on a fait des très très belles performances en Ligue des Champions, ce qui est vrai. Hein. L'AS Rome a souvent été quart de finaliste de Ligue des Champions, donc c'était pas loin de la finale quand même, tu vois. Il manquait pas grand chose. Ils ont fait des matchs absolument incroyables, avec des parcours mémorables. Et à chaque fois, il manquait pas grand chose justement pour pouvoir aller de l'avant, peut-être de l'expérience ou des joueurs qui étaient très bons, mais à un moment donné, ça devenait trop pour eux, ça devenait trop fort. La marche était trop élevée pour eux parce que l'AS Rome est un très bon club, bien entendu, mais c'est pas un club qui de base a le budget qu'a la Juve, le Milan, l'Inter, hein, le Real, le Barça, Manchester, Liverpool ou autre. Donc c'était un club qui, au final, il dit, en fait, on est à notre place. On faisait partie des meilleurs clubs européens, c'est vrai. Que quand tu es régulièrement quart de finaliste de la Ligue des Champions, bah, c'est que tu fais partie des meilleurs clubs européens. C'est que tu arrives à, voilà, tu passes les poules, tu passes les 8e, paf, tu es en quart de finale, mais après la marche est trop haute parce que là, tu arrives avec des clubs qui ont un budget, il dit pas illimité, mais quasi. Donc voilà, très fier. Pour lui, il a dit, on n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais il y a une année où on aurait pu, où il y avait le moyen d'aller au bout. Et c'est dommage. Si je ne m'abuse, je crois que c'est en 2007, la Ligue des Champions 2007-2008, je sais plus. Je sais plus si c'est en 2007 ou en 2008, parce que j'ai lu le roman d'un coup. Le roman il est épais comme ça. Hein. Je peux vous dire, il est très 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 gros. Et il dit cette année-là, on avait éliminé Lyon, qui était parmi les favoris. Oui, Lyon de Jean-Michel Aulas, qui était parmi les favoris de la Ligue des Champions. On les a cartonnés. Et en fait, en quart de finale, il tombe contre Manchester United. Et la Rome gagne 2-1 à l'aller à l'Olympique. Donc ils sentaient qu'ils étaient capables justement d'aller de battre ce Manchester United. Et d'aller, pourquoi pas, atteindre le Graal. Et patatrac, au match retour, ça s'est effondré en sachant que à 0-0, il y a un penalty pour l'AS Rome. Et Daniele De Rossi le loupe. Il loupe le penalty.
Et là, ça, il dit c'est le changement du match en fait, parce qu'il loupe ce penalty, Daniel. On aurait mené 1-0 à Manchester, ça aurait peut-être été un autre match. Et au final, suite à ce loupé de Daniel Deros, bah Manchester a déroulé. Il a dit que c'était une soirée où ils étaient en grâce, chaque tir rentrait, où Manchester a torpillé l'AS Rome 6-1. 6-1, mais il a dit que c'était incroyable. Chaque tir, en fait, ils n'ont pas forcément cadré plus que nous, mais quasiment tous les tirs qu'ils ont fait, en fait, c'était des tirs précis. Ils les ont mis, et en fait, on perd 6-1. Et on n'a jamais compris comment on pouvait perdre ce match, parce que quand on voit le match aller à Rome, on les avait dominés de la tête et des épaules, on s'était pris un but à la con. Et on avait bien démarré le début de match. Oui, c'est Daniel met ce penalty, 1-0 pour la Rome à Manchester. Ça peut complètement être différent. Et en fait, ça a été le tournant du match. Il a dit, bon, je ne lui en veux pas, ça arrive, hein. Tout le monde loupe des penalty. Surtout que Daniel, c'était un excellent tireur de penalty. Donc ça peut arriver qu'il le loupe, comme moi j'en ai déjà loupé. Il parle de Deros avec beaucoup d'affection, comme si c'était son frère en fait. Mais il dit des choses très très intéressantes, notamment sur le football moderne. Il dit, je vous dis, c'est en 2018 qu'il a fait cette biographie, en fait, un an après sa fin de carrière. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'il dit est en train de s'avérer être exact en 2023. Il dit, à l'époque, on jouait 5 ou 6 heures dehors au ballon avec des potes. Ça nous permettait de nous perfectionner sur le plan technique, sur le plan de la cohésion. On apprenait à se respecter les uns les autres. Et on apprenait vraiment sur le plan technique à dompter le ballon. Elle dit aujourd'hui, on sent que la technicité des joueurs en fait est moindre que ceux de notre époque. Hein. Lui il cite en exemple Del Piero, Baggio, Roberto Mancini bien entendu. Il dit c'est des joueurs en fait qui ont grandi dans la rue, qui jouaient dans la rue avec des potes et qui perfectionnaient en fait leur contrôle du ballon. Il a dit aujourd'hui les jeunes, ils vont jouer sur la console. Ils vont peut-être aller jouer 1 heure dehors entre eux. Après, ils vont se dire, bon, bah, on rentre et puis chacun continue de jouer sur FIFA ou PES, en fait, sur la machine. Mais en fait, il a dit, ils jouent avec une manette, mais c'est pas eux qui jouent. Et il a dit, on se rend compte qu'aujourd'hui, techniquement parlant, les joueurs sont bien moins bons que ceux de notre époque. Ils ont moins de vision de jeu. Ils ont un QI de footballistique qui est moindre. Et aujourd'hui, le foot de maintenant se joue uniquement sur le physique et la vitesse et non plus sur la vraie technique. Et il a raison, il a raison. Il a dit, c'est un exemple tout simple. Lui, il a son fils, d'accord, qui s'appelle Christian, et il entraîne à fond. Il lui a donné un simple conseil, et il a dit, c'est un conseil que je donne à tous les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Par moment, on n'a pas besoin d'être avec d'autres joueurs pour jouer. Il suffit d'un mur. Lui, c'est ce qu'il faisait souvent, des fois quand il n'avait pas de potes. Il descendait pendant 3-4 heures, et en fait, il tapait contre le mur. Et le ballon, il a dit, il n'y a rien de mieux que de taper contre un mur. Parce que le ballon, en fonction de notre manière de le taper, de le frapper, le ballon, quand il revient vers nous, il ne revient jamais de la même manière. Donc, de frapper contre un mur, de faire un 1-2 avec le mur, nous permettait de maîtriser le contrôle du ballon, pied droit, pied gauche, externe, en cloche, pouvoir contrôler le ballon. Et il disait, c'est le meilleur exercice possible pour vraiment maîtriser le ballon et maîtriser en fait sa manière de faire des passes ou sa manière de tirer. Parce qu'il disait, si tu tirais avec le coup de pied, le ballon partait de manière rectiligne et quand il revenait, tu apprenais justement à le contrôler s'il revenait fort. Il a dit en plein match, ça peut arriver qu'un joueur fasse une passe trop appuyée et il faut être capable de la maîtriser pour pas que le ballon nous échappe. Il a dit aujourd'hui, je regarde des matchs, c'est pathétique. Une passe qui est à 3 mètres, des fois tu as des joueurs, ils loupent leur contrôle. Il a dit c'est inadmissible, ce sont des professionnels. Il a dit je suis pas là pour donner des conseils, je dis juste entraînez-vous contre un mur, ça va vous apprendre à maîtriser tous les côtés du football. Parce que le mur pourra vous faire travailler le pied gauche, le pied droit. Je vous dis, en fonction de la manière dont vous tapez contre le mur, à apprendre à faire un amorti intérieur du pied, extérieur du pied, sur plein de manières. Des fois, il a dit, je m'amusais à frapper. J'imaginais qu'il y avait une transversale. Donc, je m'amusais à essayer de faire un pallonetto. Pallonette, en fait, c'est un lob. Et il fallait que le ballon, il arrive au point que moi, je m'étais fixé, pour faire dans ma tête comme si c'était une transversale. Et quand le ballon revenait, je frappais du coup du pied pour justement imaginer qu'en fait, je fusillais le gardien. Et il disait, bah, c'est ce qui m'a aidé. Et au final, toi, tu as mis souvent des buts comme ça. Il était très bon pour les pallonnettes, pour les lobes, pardon. Et quand il y avait des ballons qui arrivaient, avant même qu'ils touchent le sol, il a souvent mis des buts de reprise de volée sans que le ballon touche le sol. Parce qu'il disait, ça apprenait la coordination du corps. On se mettait en position, on tirait. Et il a dit, je faisais ça pendant 3-4 heures. Mais aujourd'hui, les gens jouent tous sur la console. Donc aujourd'hui, quand on parle du foot moderne, il a dit, je vais être honnête avec vous, je regarde moins le foot qu'avant parce que je trouve que les joueurs ne sont pas bons. Techniquement, ils ne sont pas bons.
ils n'ont aucune frappe de balle. Le corps en fait est souvent mal positionné par rapport au pied, par rapport au ballon. Toutes ces choses font qu'aujourd'hui le foot ne me rend plus, n'est plus pour moi une passion comme avant en fait, tout simplement. Il a dit moi je respecte des joueurs comme Baggio, Del Piero, Mancini, qui étaient des joueurs qui comme moi en fait, et on le voit quand ils jouent sur le terrain, quand ils étaient tirés, on savait qu'ils savaient dompter le ballon. Aujourd'hui je ne vois plus de joueurs comme ça. Alors oui, il disait, on part, c'est en 2018, ah oui, il y a Messi, Ronaldo, il n'y avait pas encore Mbappé qui était encore, si il y avait Mbappé mais il était encore trop jeune, même si je pense qu'il a été, si je me trompe pas, cette biographie a été faite avant le mondial 2018, donc avant que la France gagne la Coupe du Monde 2018. C'était juste un petit peu avant. Mais il parle de joueurs comme Messi, Ronaldo, bien entendu, Lewandowski, il en parle aussi. Il dit que ce sont des très bons joueurs, excellents joueurs, il n'y a pas de souci. Et pour moi, ce sont les derniers joueurs qui puent le football. Et il le dit dans la biographie. Parce que ce sont des joueurs, on voit, qui aiment ce sport, ils ont la passion. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs jouent au foot pour l'argent, sans forcément faire les efforts nécessaires. Les gars, c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Le foot est en train de chuter. Hein. En termes de qualité, c'est de la merde. D'accord, les joueurs ne sont pas bons. Et il a dit, avant, on aurait tout fait pour aller jouer à la Juve. Barça, Real, le Milan AC, l'Inter. Ou le Bayern. Voilà. Il dit, ce sont des clubs, quand tu y allais, tu savais que tu step up. Il a dit, je crains qu'à l'avenir, beaucoup de joueurs ne vont aller que dans des clubs, même dans des clubs moindres, uniquement pour l'argent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là, hein? Tous ces putains de footballeurs là, soi-disant bons, qui partent tous en Arabie Saoudite. Il est où le challenge sportif? Il y en a zéro. Zéro challenge sportif les mecs. Les mecs ils vont tous en Arabie Saoudite pour l'argent. Mais quid de la passion du sport? Et ben ce que dit Totti dans cette biographie est réel. Est réel. C'est une biographie excellente, c'est incroyable. Moi franchement j'ai kiffé. Donc voilà, il parle de plein de choses, des petites anecdotes sur lui-même bien entendu. Je vous dis, il parle avec beaucoup de fierté de sa carrière. Il dit, je suis très fier aujourd'hui, je me sens responsable, je me sens ému parce que en fait, quand on me voit dans la rue ou quand les gens me voient, ils me disent, tu as été la fierté de Rome, tu représentes Rome. Il a dit, je pensais pas que c'était à ce point-là. En fait, c'est quelqu'un de humble en fait, c'est quelqu'un de très simple, très timide de base. Et il ne pensait pas, il ne se rendait pas compte à la base de l'importance qu'il avait donnée aux habitants de Rome, à la population romaine, qui était très fière. Il disait, les gens m'ont tout simplement dit que quand on parle de Rome, ou quand on parle de Totti, on parle de Rome. Et elle a dit, je ne m'étais pas rendu compte à ce point-là en fait. Et tout le monde est fier. C'est pour ça qu'ici c'est une légende, mais même une légende en Italie. Il fait partie quand même il est dans le top 100 des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc même ça, il en est fier. Il a dit, voilà, je savais que j'avais quelque chose quand je jouais au ballon quand j'étais gamin. Mais aujourd'hui, d'être dans le top 100 des meilleurs joueurs de l'histoire, il a dit, c'est quand même assez fou, assez incroyable. Il a dit, voilà, il a été plusieurs fois meilleur buteur des championnats d'Italie quand même. Je vous dis, en termes de palmarès, il est excellent son palmarès, voilà. Enfin, une fois, qu'avec l'AS Roma, je précise quand même. Hein. D'accord. Une fois champion d'Italie, 2 fois vainqueur de la Coupe d'Italie, 2 fois vainqueur de la Super Coupe d'Italie, comme il disait, champion du monde en 2006, bien entendu. Il a souvent été deuxième, vice-champion d'Europe avec l'Italie à l'Euro 2000 par exemple. Il a été, si je ne me trompe pas, parce que la biographie est grosse comme ça, je vous l'ai dit, donc je ne sais plus si c'est 6 ou 7 fois. 7 fois, si je ne me trompe pas, 7 fois deuxième du championnat d'Italie. Donc comme il dit, pour moi quand tu es vice-champion d'Italie, tu es presque champion. Alors tu n'es pas champion, mais tu sens qu'il manquait pas grand-chose pour pouvoir aller au bout, pour pouvoir de nouveau être champion. Donc il est très fier d'avoir amené, comme il dit, la Rome toutes ces années dans le podium. Parce que ça voulait dire qu'on était une équipe compétitive, une des meilleures équipes d'Italie. Et elle dit, quand tu es deuxième devant l'Inter, devant le Milan AC, bah, elle a dit, c'est pas une défaite. Bien au contraire, c'est une consécration, c'est une fierté. Parce que ça veut dire que derrière le champion, la Juve ou le Milan ou l'Inter par exemple, toi tu es deuxième. Donc tu pouvais être une fois devant la Juve qui a un budget supérieur au tien, une fois devant le Milan, une fois devant l'Inter. C'était quand même une fierté, d'accord. C'est quand même le joueur en fait qui adorait les derbies contre la Lazio. C'est le joueur aujourd'hui qui, en termes de palmarès, je vous dis personnel, c'est quand même incroyable, est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat de Serie A. Donc aujourd'hui, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Serie A, c'est Francesco Totti. Il est le meilleur buteur de l'histoire qui a marqué le but dans un seul club. Donc c'est le meilleur buteur de l'histoire de la AS Rome, mais également le meilleur buteur de l'histoire en Serie A d'un joueur dans un seul club. Il est également, je vous l'ai dit, dans le top 100 des meilleurs joueurs de l'histoire. Il a été sous les dents en 2007.
En 2004, il a été considéré comme le meilleur joueur européen, d'accord. Il a également été, je dis pas de conneries, en termes d'assists, de passes, il est dans le top 5 des meilleurs passeurs de l'histoire de la Serie A. D'accord, il n'y a pas que les buts, hein, il y a des passes aussi, bien sûr. Il a souvent été dans les, il a été 5 fois récompensé. Il a eu 5 fois la récompense du meilleur but de l'année dans toute sa carrière. Il a eu son but. 5 de ses buts ont été récompensés comme les buts les plus beaux en fait des championnats européens, de tous les championnats européens, je répète. Hein. Donc c'est quand même pareil une fierté pour lui. Donc il a dit voilà, j'ai donné ma vie au football, ma passion, ma vie. Aujourd'hui voilà, j'espère que d'autres joueurs continueront à lâcher les manettes et à essayer de jouer dans la rue pour montrer que ce sport est beau et magnifique et qui malheureusement est en train de perdre de sa superbe. En tout cas voilà, cette biographie de Francesco Totti est quand même incroyable. Franchement j'ai kiffé de fou. Et c'est une vraie découverte. J'ai pas une découverte, c'est un joueur que j'ai toujours aimé, Francesco Totti. Mais ces petites anecdotes, je pensais pas qu'elles seraient dans ce bouquin. Je me rends compte qu'en fait, on est de la même génération. Toi, tu as 47, j'en ai 42. En fait, on est une génération qui, effectivement, à l'époque, on sortait dans la rue pendant 4-5 heures avec des potes, tu jouais au ballon. Et aujourd'hui, il n'y a plus ce truc-là. Il n'y a plus ce truc-là. Voilà. C'est comme mes élèves, je leur dis au basket. Hein, souvent, les gens ils se prennent pour des joueurs NBA en jouant NBA 2K. Si tu veux être un bon joueur de basket, tu vas dans la rue, hein, dans le playground, tu joues, tu shootes, tu shootes, tu shootes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Il n'y a que comme ça que tu peux y arriver, tout simplement. Après, nous, en tant que coach, avec Rémi, avec mon collègue, on fait tout pour leur apprendre le basket pur, d'accord? Parce qu'il y a la NBA et il y a le basket. La NBA est un excellent, comment dirais-je, sport spectacle, hein, mais la NBA a aussi ses travers, hein, sur le plan défensif, par exemple. Les défenseurs en NBA ne sont pas bons. Je trouve qu'en Europe, on est bien meilleur défensivement qu'en NBA. En NBA, c'est du sport spectacle. Et c'est ça le problème. Il y avait un temps où la NBA était un sport, je dis pas sport spectacle, mais où vraiment les défenses étaient quand même assez dures. Et c'était très impressionnant. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de défense en NBA. C'est un peu ce que je regrette. Et ce que je dis à mes élèves, c'est souvent défense, défense, défense. Souvent, ils me disent ouais, mais en NBA, ils défendent pas comme ça. On s'en fout. Pensons défense. Si tu prends des rebonds, si tu défends bien, tu gagnes le match. On s'en fout que tu marques 20 points. Il suffit de marquer 7 ou 8 points et de faire 3 ou 4 blocs. Au final, ça revient à la même chose. Bref, en tout cas, je me suis écarté du sujet. Je peux juste vous dire que Francesco Totti est une légende du football, non pas que d'Italie, mais mondiale. C'est un joueur qui a été respecté partout. Et surtout, de n'avoir eu qu'un seul club dans son cœur, c'est quand même assez incroyable. Tout simplement. Likez, partagez, abonnez-vous.